ma meilleure amie a accusé mon copain de tromperie et a raconté à tout le monde qu'il l'appelait le soir et lui envoyait des SMS inappropriés après que j'ai commencé à sortir avec lui parce qu'il ne lui plaisait pas. Hélène, 22 ans, et moi, 21 ans, nous sommes rencontrés lors d'un stage il y a 3 ans et sommes immédiatement devenus meilleurs amis. Il y a environ 1 an, j'ai eu un coup de foudre pour Georges, 24 ans, qui est stagiaire dans la même entreprise, mais dans un service différent du nôtre. Alan et un autre de nos collègues nous ont arrangé l'automne dernier, et le courant est passé. Nous sommes tombés amoureux et nous parlons souvent d'un avenir commun. C'est là que les choses se gâtent. Dès le début de notre relation, quasiment dès que nous sommes passés de simples relations amoureuses à une relation officielle, Hélène s'est montrée plus froide avec moi. Elle n'a jamais caché qu'elle n'appréciait pas particulièrement Georges. Cependant, elle n'en a jamais parlé ouvertement. Le seul problème qu'elle a soulevé, c'est quand nous nous sommes mis ensemble et qu'il est tombé gravement malade. J'étudiais pour le MACAT à l'époque, et il ne me restait qu'un mois avant mon examen principal lorsqu'il a eu une grave crise de maladie chronique. Sachant qu'Hélène et moi étions très proches, il l'a appelée pour lui demander si elle pensait qu'il devait me dire qu'il était malade ou s'il valait mieux me le cacher pour ne pas m'empêcher de poursuivre mes études. Hélène n'a pas apprécié du tout. Elle m'a dit qu'elle trouvait extrêmement inapproprié qu'il essaie de la contacter ainsi et qu'il n'aurait pas dû l'appeler pour un sujet aussi personnel. J'ai trouvé sa réaction un peu excessive, mais j'en ai parlé à Georges. Il s'est excusé auprès d'elle et ne l'a plus jamais rappelé, mais elle n'a pas lâché prise. Quelques semaines plus tard, lors d'une fête, elle a fait une remarque sur le fait que je préférais toujours Georges à mes amis. Ma colocataire étant absente la semaine suivante, elle a dit qu'elle devrait lui dire au revoir, car je passerai probablement toute la semaine à la maison avec Georges. Elle a essayé de faire comme si c'était une blague, mais j'ai été vraiment surprise qu'elle ressente ça. Je n'ai jamais voulu être le genre de fille qui tourne le dos à ses amis quand elle se lance dans une relation. Et j'essayais vraiment de trouver un équilibre entre mon temps avec mon copain et mes amis, mais elle semblait se sentir négligée. Alors, j'ai commencé à m'investir davantage dans notre amitié. Au cours des semaines suivantes, j'ai essayé de faire des projets avec elle au moins 5 ou 6 fois. À chaque fois, elle trouvait une excuse pour ne pas me voir, annulant même une fois à la dernière minute en prétextant une réunion oubliée à 10 h un dimanche matin. J'étais blessé. Je savais que notre amitié était en train de mourir et chaque fois que j'essayais de la raviver, elle me rejetait. Finalement, j'ai décidé que la balle était dans son camp. Si elle voulait qu'on soit amis, j'étais ouverte, mais j'en avais assez d'être rejetée et c'est elle qui devrait me contacter. Elle ne l'a jamais fait. Pendant ce temps, la situation se détériorait au travail. On nous avait assigné le même projet pour l'année, ce qui nécessitait une collaboration étroite. Notre amitié s'étant effondrée, elle a commencé à m'ignorer au travail, à être impolie et brusque, et à me compliquer grandement la tâche. J'avais l'impression qu'elle me surveillait constamment, guettant la moindre erreur. Je pensais qu'elle racontait des ragots sur moi dans mon dos. Mais à ce stade, j'étais tellement épuisé par ces échanges que je n'y prêtais plus attention. Elle disait ce qu'elle voulait, et je me contentais d'être gentil et patiente avec elle, et de compter les jours jusqu'à la fin de notre stage. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjeuné avec un autre collègue et mon bon ami K22M, et il m'a tout raconté. Apparemment, Hélène a raconté à tous nos collègues et amis que Georges essayait de me tromper avec elle, leur disant qu'il l'appelait au milieu de la nuit, lui envoyait des SMS déplacés, et que lorsque j'ai organisé une fête après avoir passé le MACAT, il a passé la nuit à la mater. Je sais que rien de tout cela n'est vrai. J'aime Georges et je sais qu'il m'aime. Et même pendant que Kay me racontait tout ça, je savais qu'Hélène mentait. Apparemment, Kay n'y croyait pas non plus. Il me racontait juste ce qu'il avait entendu. Mais l'idée qu'elle accuse Georges d'infidélité me rend malade. Je suis allé directement chez Georges et je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que je n'avais pas cru une seule seconde que c'était vrai. Et la vraie trahison, c'est qu'Hélène a inventé tout ça et l'a répandu. J'étais anéanti de savoir qu'Hélène avait non seulement dit tout ça, mais qu'elle le répétait à tous mes amis depuis des mois sans qu'aucun d'eux ne m'en parle. Georges m'a aidé à surmonter ma souffrance, et maintenant, je ne ressens que de la rage. Demain, j'appelle mon supérieur et lui demande si je peux travailler de chez moi jusqu'à la fin de mon contrat pour ne plus jamais revoir Hélène. Je me sens tellement trahi et je la déteste tellement en ce moment. Est-ce que j'exagère? Devrais-je prendre la voie la plus sage et continuer à travailler avec Hélène comme si je ne savais pas? Je me sens trahi par mes autres amis aussi, parce que Kay pense qu'ils savaient tout ce qu'elle disait et qu'aucun d'eux ne me l'a dit. Devrais-je les couper comme j'avais prévu de couper Hélène? Commentaire où a répondu Katm22 As-tu pensé que ce qu'elle disait était vrai?
Qu'a dit ton petit ami à ce sujet? Propose de montrer les textos, etc. Il se fait évidemment l'avocat du diable ici et de toute façon, un vrai ami te dirait directement que ton homme agit comme ça, pas comme un commérage, donc pas de jugement sur le fait de lui laisser tomber sa soupe. Je ne pense vraiment pas que ce soit vrai. Il a proposé à plusieurs reprises de me laisser fouiller dans son téléphone, ce que j'ai refusé car j'ai vraiment confiance en lui et nous sommes tous les deux d'accord pour dire que les accusations sont absurdes. Il n'a jamais été que complètement honnête avec moi et il dit depuis des semaines que je devrais laisser tomber Hélène parce qu'il n'aime pas la façon dont elle me traite. Je ne veux pas la contacter pour l'instant, car honnêtement, je suis tellement en colère. Comme tu l'as dit, si c'était vrai et si elle avait été mon amie, elle aurait dû m'en parler directement. Je ne pense pas non plus que Kay mentirait sur ce genre de choses. Ce n'est pas le genre de personne à inventer des rumeurs et il n'aurait jamais su que Georges avait appelé Hélène si elle ne le lui avait pas dit. Même si c'est une version déformée, mise à jour le 8 juillet 2025. Un an plus tard, je n'arrive pas à croire que j'en apprends encore davantage sur toutes les façons dont Hélène a essayé de me gâcher la vie. Commençons. Par la bonne nouvelle. Notre stage s'est terminé sans grande fanfare. Contrairement à de nombreux commentaires, je n'ai pas contacté les RH ni confronté Hélène. J'ai contacté notre supérieur hiérarchique direct et lui ai dit que notre relation s'était détériorée et que cela avait provoqué une certaine hostilité de sa part au travail, en donnant des exemples précis de problèmes sur le lieu de travail sans entrer dans les détails de ses mesquineries personnelles. Il a été incroyablement compréhensif et arrangeant. J'ai travaillé de chez moi le reste de l'été, j'ai reçu une recommandation élogieuse de sa part et j'ai été embauché dans notre entreprise, dans le service que je préférais. Je venais de terminer mon stage, tout en terminant mes études et en postulant pour une école de médecine. J'ai été admis dans la meilleure école de mon pays et Georges et moi prévoyons de nous marier une fois mes études terminées. Notre relation est plus forte que jamais. Hélène a déménagé à l'étranger, mais est restée très proche du groupe d'amis que nous avions formé pendant le stage. Après ce qui s'est passé l'année dernière, j'ai progressivement commencé à m'éloigner de ce groupe. Et ce faisant, j'ai réalisé que j'avais dépassé beaucoup d'entre eux. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai commencé à voir les fissures dans les amitiés dont je m'entourais, je n'ai pas pu ignorer toutes les façons dont elles pouvaient être méchantes, immatures et toxiques, envers elles-mêmes et les unes envers les autres. Je me suis accroché aux quelques personnes que je connaissais qui me soutenaient et je suis ressorti du stage avec une poignée d'amis proches plutôt qu'un grand cercle de personnes aux tendances douteuses. Une bonne amie de stage, Alice, 22 ans, était proche d'Hélène il y a environ un an et m'a depuis raconté bien d'autres choses qu'Hélène avait dites dans mon dos, corroborant en partie l'histoire de cas de l'année dernière et ajoutant des détails à certains passages les plus insensés. Apparemment, pour se donner plus de crédibilité, Hélène avait raconté qu'elle était en contact avec ma colocataire et amie de 11 ans, Anna, 22 ans. Elle a dit qu'Anna n'aimait pas Georges non plus, qu'Anna lui disait que je passais beaucoup trop de temps avec lui, que je négligeais tous mes amis, qu'il vivait quasiment chez nous et que je faisais toujours ça quand je me lançais dans une relation. Elle a aussi confié qu'Anna pensait que Georges simulait sa maladie chronique et que je m'en servais comme excuse pour laisser tomber mes amis. Un jour, alors que Georges était chez nous et qu'il avait eu une poussée, j'avais dû annuler mon séjour chez lui, de peur qu'il ait besoin que je l'emmène à l'hôpital. Hélène a raconté à tout le monde qu'Anna avait dit qu'il n'avait pas l'air malade et que j'avais annulé parce que j'avais envie de rester à la maison et de passer du temps avec lui. Quand Alice m'a raconté tout ça, j'ai immédiatement confronté Anna et je lui ai tout raconté. Bien qu'Anna et Hélène aient été en contact de temps en temps ces dernières années, que je les avais déjà présentées et qu'elles avaient des centres d'intérêt communs dont elles s'échangeaient parfois des messages, Anna m'a assuré n'avoir rien dit de ce dont Hélène l'accusait et a même épluché tous les messages pour voir si elle avait pu laisser entendre quelque chose de ce genre. En parcourant les messages d'Anna avec Hélène, nous avons remarqué une tendance. Il semblait qu'à chaque fois que je disais à Hélène que je n'étais pas disponible, elle envoyait un message à Anna pour lui demander si j'étais avec Georges. Cela remontait presque au début de ma relation avec lui. Pour ceux qui se précipitent dans les commentaires pour demander pourquoi Anna ne me l'a pas dit plus tôt, Anna n'a pas trouvé ça bizarre jusqu'à ce que nous parcourions les messages après avoir entendu les accusations. J'ai la mauvaise habitude de laisser mon téléphone se décharger. Parfois, si quelqu'un a vraiment besoin de me contacter, il contacte Anna ou Georges. Donc, en soi, le fait qu'Hélène lui ait envoyé un texto pour savoir où j'étais n'était pas inhabituel. Le fait qu'Hélène lui ait envoyé un texto pour savoir si j'étais précisément avec Georges, combiné à ce qu'Hélène prétendait qu'Anna lui avait dit, est le côté étrange. Après tout ça, j'ai vraiment essayé de réfléchir et d'apprendre de la situation. Étais-je une amie parfaite pour Hélène? Absolument pas. Je pense qu'il y a eu des moments, au début,
lorsque je sortais avec Georges et que je préparais le macat, où j'étais distante avec elle. J'aurais peut-être dû faire plus d'efforts pour recoller les morceaux de notre amitié en l'affrontant directement. Ou peut-être aurais-je dû être plus à l'écoute de ses sentiments et en parler plus tôt. Malgré tout, elle me manque beaucoup et j'aurais aimé que les choses se passent différemment. Mais je ne pense pas qu'elle ait été juste envers moi non plus si je m'étais un peu retiré de notre relation au début. Elle aurait dû me faire preuve de clémence et m'affronter directement lorsqu'elle avait un problème plutôt que de me jouer des tours. Elle n'aurait absolument pas dû essayer de me salir, de compliquer les choses au travail ou, pire encore, de détruire la réputation et les relations de Georges et Anna. J'ai récemment appris qu'Hélène retournait en ville et qu'elle avait essayé de trouver un emploi dans l'entreprise où nous faisions notre stage, mais elle a été rejetée par tous les services où elle a postulé. Suis-je une mauvaise personne de me sentir un peu justifié ? Merci à tous pour vos commentaires de l'année dernière. J'avais vraiment besoin de ce soutien, mais maintenant, je cherche juste à en tirer des leçons. Aurais-je pu faire quelque chose différemment ? Que puis-je en tirer pour essayer d'être une meilleure amie à l'avenir ? Prochain article. Ma cousine a laissé ses 4 enfants devant ma porte à 7 heures du matin dans le froid pour partir en croisière, puis s'est énervée lorsque la police l'a débarqué du bateau, et maintenant toute la famille pense que j'ai ruiné sa vie. Je ne vais pas m'étendre sur ce billet. C'est arrivé il y a quelques heures. Ma copine et moi n'avons pas d'enfants, nous avons donc plus de temps libre, comme le répète sans cesse ma cousine, qui a 4 enfants, tous mineurs. Ces derniers temps, elle plaisantait en disant que nous devrions nous occuper des enfants, tous, car elle a réservé une croisière avec son nouveau petit ami. Nous n'y avons pas prêté attention, car cela semblait absurde, et nous avons ri avec elle. Nous avons toutes les deux un jour de congé supplémentaire, car c'était un long week-end et nous avons entendu frapper à la porte à 7 heures du matin. Nous savions que ce ne serait pas le facteur, car il n'arrive pas si tôt et n'attendait pas de visite. Je descends voir qui c'est et je vois les 4 enfants de ma cousine dehors, dans le froid. Leur mère est absente. J'ouvre la porte et les fais entrer, car il gèle dehors et ils n'ont pas de veste. Puis je demande où est la mère. On me dit qu'elle nous a dit que vous prendriez soin de nous pendant sa croisière. Nous avons donc pris le bus et sommes venus chez vous. Je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. Je n'arrêtais pas de penser, WTF. Alors je l'ai appelé immédiatement, mais son téléphone était éteint. J'ai appelé son nouveau petit ami, et il est tombé sur la messagerie. J'ai demandé aux enfants d'expliquer exactement ce que leur mère leur avait dit. Ils ont dit en ces termes, puisque tu n'as aucune responsabilité et que tu as du temps libre, tu as dit que tu t'occuperais de nous pendant son absence. Que dois-je faire ? J'ai appelé ma tante et elle a dit la même chose que ma cousine lui avait dit, j'avais accepté de m'occuper des enfants. Elle n'a même pas eu la courtoisie de les déposer et les a obligés à prendre le bus par une froide journée d'hiver. Je pense appeler les services sociaux à ce moment-là. Première mise à jour, 10 juin 2025. Bon, voilà ce qui s'est passé quelques heures après l'arrivée des enfants de ma cousine chez nous. On cherchait encore quoi faire. On leur a donné à manger, on a allumé le chauffage, on les a installés. Toujours aucune nouvelle de leur mère ni de son petit ami. Les 2 téléphones sont tombés directement sur la messagerie. Puis, vers 10h30, je reçois un appel privé. C'est la police. Ils me demandent si j'ai 4 enfants chez moi. J'ai dit oui et je leur ai expliqué la situation. Il s'avère que c'est le chauffeur de bus qui les a déposés qui a appelé. Apparemment, pendant le trajet, les enfants lui ont dit qu'ils allaient rester chez des proches et lui ont donné notre adresse. Il a trouvé étrange que 4 jeunes enfants voyagent seuls dans le froid, sans sac ni veste. Après les avoir déposés, il a donc signalé l'incident pour une vérification des services sociaux, par mesure de sécurité. Peu de temps après, la police et la protection de l'enfance se présentent à ma porte. Ils étaient vraiment géniaux, calmes, mais visiblement très sérieux. Je leur ai tout raconté, je leur ai montré les SMS où mon cousin plaisantait sur le fait que nous gardions les enfants, sans aucune confirmation. Je leur ai expliqué que nous n'avions pas été prévenus et qu'ils étaient juste arrivés en disant que nous étions d'accord. Les enfants ont dit que leur mère leur avait dit que nous avions beaucoup de temps libre et que nous serions ravis de les emmener. Environ 1h30 plus tard, la police m'a annoncé qu'elle s'était rendue au terminal de croisière et l'avait trouvé sur le bateau. Ce bateau était à Circular Quay, en ville, pas très loin de chez moi, et devait partir à 15h30. Elle était déjà montée à bord, prête à partir avec son nouveau petit ami. Ils l'ont fait descendre et lui ont dit qu'elle devait venir immédiatement. Sans discuter. Elle est arrivée chez nous,
l'air complètement indifférente. Tenue de croisière complète, lunettes de soleil sur la tête, cordon autour du cou, sans même regarder les enfants, elle est entrée et a dit « Vous avez vraiment fait intervenir la police ?» Je lui ai expliqué qu'elle avait laissé 4 enfants sans prévenir, sans équipement et sans coordonnées. Elle a commencé à me reprocher que je l'avais humiliée et que j'avais gâché ses vacances. Puis ma tante a appelé sa mère en me criant dessus, en disant que j'étais allé trop loin, qu'elle avait payé la croisière pour sa fille et que j'avais gaspillé son argent. Elle ne s'est pas souciée de ce qui s'était réellement passé. Pendant ce temps, la protection de l'enfance recueillait ma déposition et expliquait à ma cousine qu'il s'agissait d'un grave problème de négligence et qu'une enquête serait ouverte. Elle n'a pas semblé s'en soucier. Elle a pris les enfants, n'a pas remercié, ne s'est pas excusée et est partie comme si j'étais la seule responsable. J'ai essayé d'appeler ma tante et elle peu après pour leur expliquer que ce n'était pas moi qui avais appelé la police et les services sociaux, mais ils ne m'ont pas cru et ont tous deux bloqué mon numéro. Mise à jour 2. 11 juin 2025. Je ne pensais pas écrire une autre mise à jour, mais la situation ne cesse de s'aggraver. Quelques jours après que ma cousine soit venue chercher les enfants après avoir été débarquée du bateau de croisière, Fax m'a recontacté et m'a posé quelques questions complémentaires. Au cours de la conversation, ils ont mentionné avoir contacté le père biologique de l'enfant et l'avoir informé de ce qui s'était passé. Je ne savais même pas qu'il était encore là. D'après mes souvenirs, il avait déménagé dans la région de Nouvelle-Galles du Sud il y a des années, je crois, près de Wagga. Apparemment, il payait une pension alimentaire et essayait de rester en contact. Mais ma cousine lui rendait la tâche presque impossible. Elle ignorait ses appels, le bloquait, annulait les visites, ce genre de choses. Eh bien, quand il a découvert ce qu'elle avait fait, laissant les enfants prendre le bus seuls en hiver et les laissant sur le pas de notre porte, il était furieux. Il est parti directement à Sydney le soir même. Il est venu chez nous le lendemain matin. Un type vraiment gentil, visiblement secoué, mais calme. Il a dit qu'il voulait juste tout savoir de quelqu'un qui était là. On s'est assis et on a discuté un moment. Il a demandé comment allaient les enfants, s'ils avaient dit quelque chose, et ce qui s'était passé exactement. On voyait bien qu'il se souciait vraiment d'eux. Puis il m'a dit sans détour qu'il allait demander la garde exclusive. Il a dit qu'il documentait tout depuis des années. Les visites annulées, les excuses, le comportement étrange quand les enfants sont revenus, et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les laisser comme ça sans même un message. Il a dit qu'il ne les laisserait pas grandir en pensant que c'était normal. Je lui ai dit que je le soutenais pleinement. Ces enfants méritent la stabilité. Il nous a remerciés de ne pas les avoir renvoyés et de nous être occupés d'eux quand personne d'autre ne l'a fait. Puis il est parti voir un avocat. Passons maintenant à quelque chose auquel je ne m'attendais pas et que, honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire. Notre voiture a été vandalisée hier soir. Les 4 pneus ont été crevés. Rien d'autre n'a été touché, juste les pneus. Nous l'avons remarqué ce matin quand ma copine est partie. Pas de mots, pas de témoins. Malheureusement, nous n'avons pas de caméras installées, mais nous avons demandé aux voisins s'ils avaient des images de la nuit dernière. Je ne peux pas dire avec certitude qui a fait ça, mais vu le timing, j'ai quelques suppositions, surtout depuis qu'un membre de la famille nous a appelés hier pour nous accuser d'avoir monté la famille contre mon cousin. Pas encore de preuves, mais nous avons signalé l'incident à la police au cas où. Honnêtement, nous sommes épuisés. Nous n'avons rien demandé de tout cela, nous avons juste essayé de faire ce qu'il fallait quand 4 enfants se sont présentés, gelés, sur le pas de notre porte. Toute la famille croit à sa version des faits. Je pense compiler une publication Facebook avec toutes les informations pour prouver ce qui s'est passé, car la situation devient sérieuse. Mise à jour 3. 13 juin 2025. Hier soir, vers 19h30, on a frappé à la porte. Ma copine a ouvert et s'est figée. L'aîné de ma cousine, 11 ans, se tenait là, seul dans le noir, un petit cartable à la main. Pas de veste, pas de téléphone, il a juste dit que maman m'avait dit de venir rester ici un moment. Nous étions stupéfaits. Il a demandé où étaient les autres frères et sœurs. Il a répondu qu'ils étaient là avec son petit ami. Je ne voulais plus rester là. Quand nous lui avons demandé pourquoi elle l'avait laissé partir, il a dit qu'elle m'avait dit de partir si je n'étais pas à mon aise là-bas, alors je l'ai fait. Nous l'avons immédiatement fait entrer, lui avons donné quelque chose de chaud à manger et avons appelé la police. Ils sont arrivés rapidement et ont fourni les faits. Compte tenu de l'incident précédent avec la croisière, ils ont immédiatement pris l'affaire au sérieux.
Le garçon leur a dit des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à dire. Il a dit que sa mère avait crié toute la journée, enfermée dans sa chambre, et que personne ne s'occupait d'eux. Il a dit qu'il se souvenait du calme qui régnait chez nous et qu'il avait juste envie de revenir. Peu après, les faits et la police se sont rendus à la maison. On nous a dit plus tard que les autres enfants avaient été retirés et que ma cousine avait été interpellée. Une enquête est en cours pour négligence et abandon. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité, la pression des faits, ou juste le fait que tout cela la rattrapait, mais apparemment, elle était dans une spirale infernale depuis l'incident de la croisière. Puis ce matin, ma tante, la mère de ma cousine, s'est présentée à notre porte. Furieuse. Elle s'est mise à nous hurler dessus, j'ai détruit la famille, monté les enfants contre leur mère et je lui ai volé ses enfants. Elle a même hurlé que Cruz était sa première expérience heureuse depuis des années, et que vous l'aviez gâché parce que vous n'aimez pas les enfants. Nous avons fermé la porte et signalé l'incident. La police nous a conseillé de tenir un registre et nous a dit que nous pourrions demander une ordonnance de protection des enfants si cela se reproduisait. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de l'avocat du père biologique. Il réclame officiellement la garde exclusive et m'a demandé si je pouvais fournir une lettre de recommandation et une déclaration sur ce qui s'est passé, ce que les enfants ont dit, comment ils étaient à leur arrivée et comment nous étions impliqués. J'ai accepté sans hésiter. Je n'ai pas demandé à être mêlé à tout ça, mais si ça aide ces enfants à aller mieux, je suis partante. Ce qui nous a vraiment marqué, c'est que juste avant que Fax ne parte avec l'aîné, il a serré ma petite amie dans ses bras et lui a dit « Vous êtes les seules personnes qui m'ont fait me sentir normal. » Ça m'a fait mal. Nous prenons du recul émotionnellement maintenant, mais nous continuerons à coopérer si nécessaire. Nous avons appris à nos dépens que faire le bien n'est pas toujours facile, mais nous ne regrettons pas d'avoir ouvert cette porte. Si quelque chose d'important se produit, je publierai à nouveau.